L'avènement de la révolution industrielle au XIXe siècle a profondément marqué le paysage en France comme en Allemagne. Hauts fourneaux, usines, infrastructures minières, l'exploitation du fer, du charbon et de l'acier a façonné le visage de régions entières, créant de vastes bassins industriels qui, au cours de l'histoire, ont bouleversé les relations économiques et stratégiques entre nos deux pays. De la Lorraine à la Ruhr, que reste-t-il des traces de cette épopée industrielle ? Les bassins industriels naissent au moment où le charbon va devenir la source d'énergie indispensable pour accompagner le développement de la mécanisation de l'industrie, mais aussi la fonte du minerai de fer. Déjà exploité dans certaines régions de France depuis le Moyen Âge, le charbon va conditionner la géographie industrielle en Europe. Au début du XIXe siècle, un grand bassin d'exploitation houillère va émerger au niveau de la Lorraine en France et de la Sarre en Allemagne. La particularité géologique de ce territoire, situé à la frontière de la France et de l'Allemagne, va être décisive dans l'évolution des relations entre nos deux pays au cours du XIXe siècle. Michel Dehaye est géographe à l'université de Nancy. Nous survolons avec lui la carrière de Fréming-Merlebach en Lorraine. Donc c'est un paysage là vraiment très typique du bassin charbonnier lorrain, puisqu'il y a des très grandes carrières comme celle que vous voyez là, hein, avec la falaise là dans les grès, qui vont jusqu'à la frontière allemande. Et donc de l'autre côté de la carrière, après là, ce paysage forestier, c'est l'Allemagne. La frontière actuelle entre la France et l'Allemagne, donc entre la Sarre et la Lorraine, si vous voulez, elle remonte à 1815, au lendemain de la défaite napoléonienne. Et donc pourquoi est-ce qu'elle a été fixée là? Mais grosso modo, c'est en lien avec l'affleurement des couches de charbon, puisque les couches qui contiennent du charbon, qu'on appelle du carbonifère, affleurent en Sarre, dans toute la zone autour de Sarrebruck. Côté lorrain, en fait, les couches de charbon, à cause de l'inclinaison des couches vers le sud, disparaissent en quelque sorte sous le grès, qui devient de plus en plus épais vers le sud, qui fait jusqu'à 300 mètres d'épaisseur. Et donc, en fait, au début du 19e siècle, on ignore qu'il y a du charbon. Alors en France, on a accolé effectivement plusieurs des principaux sièges d'extraction le long de la frontière, parce que précisément, c'est là que la couche de grès qu'il fallait traverser était finalement proportionnellement la moins épaisse. Ah, c'est très spectaculaire parce que, évidemment, la frontière, là, elle est vraiment matérialisée dans le paysage, par un contraste qui est vraiment saisissant. Découvert en Sarre, le gisement houillé fut exploité côté français à partir de 1856 en Moselle. Les puits de fosse sont installés sur un terrain que l'on appelle le carreau. Propriété de Charles de Wendel, la concession est dénommée Carreau Wendel. La famille est alors à la tête de l'empire sidérurgique français. Là, on a l'un des plus grands sièges d'exploitation minière du bassin houiller lorrain. C'est un carreau qui est composé, comme vous pouvez le voir, au total de 4 chevalements. Donc a été l'un des premiers à se développer au milieu du 19e siècle. Aujourd'hui, l'exploitation de la plupart des bassins miniers est désormais arrêtée. À Petite-Rosselle, en 2006, le musée de la mine du Carreau Wendel ouvrait ses portes. Roland Staub, ancien mineur du site, s'est reconverti en guide du musée. Moi j'étais mineur, 37 ans de fond, qu'au fond, pendant 37 ans. Donc, disons que je connais l'histoire de la mine, quoi. Donc, le 1, il servait uniquement à la descente du matériel et du personnel. Vous avez encore le câble qui monte sur la molette pour faire monter et descendre les ascenseurs. Ici, le puits numéro 2, qui servait uniquement à la montée du charbon. On sortait le charbon à l'aide d'un ascenseur spécial
Et ce charbon était traité dans le grand bâtiment que vous voyez ici, qui est un lavoir. On avait le droit d'aller chercher du charbon en Allemagne en guise de dommages de guerre de la guerre 14-18. Vous voyez que tout ça, ce sont des arrangements entre les États français et allemands, mais eux, ils ne se gênaient pas de venir aussi chercher, gratter du charbon chez nous, quoi, hein. Au fond de la mine, il n'y a pas de frontière, si vous voulez. Alors nous, on va voler du charbon chez eux, et eux, ils viennent voler chez nous également. C'est de bonne guerre, quoi, hein, finalement, hein. À l'apogée de sa production, il y avait plus de 5000 employés, hein. Donc évidemment, il y avait des besoins en logement assez considérables. De nouvelles populations ouvrières viennent chercher du travail. Elles doivent être logées à proximité des lieux de production. Les premières cités ouvrières voient le jour, bâties et gérées par le patronat. On voit très bien le plan en fait, des cités ouvrières qui se sont développées autour du puits de mine, donc avec un plan un peu quadrillé, avec 2 familles d'ouvriers pour chacune des maisons que l'on voit, avec une assez grande uniformité évidemment du bâti. C'est une véritable ville nouvelle qui a vu le jour à côté du puits de mine creusé par l'entreprise Wendel à la veille de la Première Guerre mondiale. La cité Wendel. Construite autour de l'église et de l'école, on y retrouve toute l'organisation d'un village traditionnel. C'est toute la volonté aussi, alors qui est évidemment très emblématique de cette époque, des patrons miniers, d'organiser un peu la vie de leurs salariés autour de la mine. On avait la gratuité du charbon, on avait la gratuité du logement, on avait la gratuité de la sécurité sociale minière, on avait droit à des colonies de vacances pour les enfants. Les jeunes filles ne travaillaient pas à l'époque. Elles allaient dans les écoles ménagères pour apprendre à cuisiner, à repasser, à popoter pour le mineur qui était la bête de somme, si vous voulez, qui faisait du charbon. C'était l'homme à faire du charbon. Et ensuite, les femmes le chouchoutaient pour que justement le mineur, quand il remonte, il n'a rien à s'occuper. Il a juste son petit jardin pour s'oxygéner un petit peu, quoi. Bon, ça fait une dépendance très forte vis-à-vis du patron, mais ça a des avantages matériels incontestables. Les logements étant considérés comme, finalement, quand même, on le voit encore, hein, c'est des cités avec des jardinets, donc c'est quand même un cadre de vie qui n'est pas désagréable. Quand la France est amputée de l'Alsace et de la Lorraine après la guerre franco-allemande de 1870, la France perd les 3/4 des gisements de houille et 90% des gisements de fer. Tout le bassin houiller, donc côté lorrain, va être exploité cette fois-ci par les patrons allemands. Et donc c'est eux qui vont développer l'exploitation pendant la période qui va jusqu'à la Première Guerre mondiale. Donc ça c'est déjà une première phase. Ensuite, nous avons la Première Guerre mondiale. La défaite allemande, cette fois-ci, de nouveau le charbon est au cœur de l'intérêt puisque c'est l'énergie par excellence principale à cette époque. Donc les Français vont, eux, exiger d'avoir en quelque sorte la production de ce qu'on allait appeler le bassin de la Sarre. On va délimiter ce territoire de la Sarre, donc qui est l'ancêtre du Land de Sarre actuel, et alors en fonction du charbon. Le territoire de la Sarre comprend les mines de charbon et aussi les aires de recrutement des ouvriers. La production de charbon revient à la France jusqu'en 1935, où un référendum entraîne le retour de la Sarre à l'Allemagne. Et alors, dernière phase, après la Seconde Guerre mondiale, on recommence un petit peu la même chose, c'est-à-dire que le territoire de la Sarre est de nouveau administré par la France jusqu'à un peu la réconciliation finalement, enfin le début de la réconciliation franco-allemande qui aboutira donc à un nouveau finalement référendum qui fera que la population de la Sarre décidera de faire partie de l'Allemagne fédérale. L'Allemagne, elle est derrière cette cité. Voilà, la cité qui est ici, derrière, vous avez l'Allemagne qui se trouve à moins de 5 km d'ici, quoi.
Au nord du bassin sarrois-lorrain, une autre région va être au cœur de l'histoire franco-allemande, la Ruhr. Cette région agricole va devenir à partir du 19e siècle l'une des plus riches d'Allemagne, grâce à l'exploitation des gisements de son sol. Son territoire sera au cœur des négociations entre nos deux pays après chaque conflit. La Ruhr, c'est 6 fois la Sarre en termes de potentiel de production. C'est une région urbaine de plus de 5 millions d'habitants. Le territoire de la Sarre, c'est 1 million d'habitants. Donc voilà, l'ordre de grandeur, c'est ça. C'est 5 à 6 fois, grosso modo, la Sarre. L'industrialisation débute au XVIIIe siècle, avec la découverte des premiers gisements de fer. À la même époque, les écluses construites sur la rivière Ruhr permettent l'expansion de l'exploitation minière. Aérodrome de Bochum. Et après, on survolerait Essen pour continuer vers Duisbourg, avec peut-être un petit détour comme vous l'aviez souhaité jusqu'à Katernberg. Wilfried Lott est professeur d'histoire à l'université d'Essen. Les filons commencent au sud, le long de la rivière Ruhr, assez près de la surface pour se retrouver de plus en plus en profondeur au fur et à mesure que l'on va vers le nord, jusqu'à une profondeur de 1200 mètres. Ce qui a été décisif pour le désenclavement de la vallée de la Ruhr, c'est que l'administration prussienne a rendu la Ruhr navigable à la fin du XVIIIe siècle. Et ce, en affrontant les résistances de quelques seigneuries. Dans la première moitié du XIXe siècle, la circulation fluviale était intense. C'était une des routes fluviales les plus empruntées d'Europe. Le charbon extrait ici était donc acheminé jusqu'au Rhin. Et à partir du Rhin, le charbon était transporté plus loin. Cela montre également que l'histoire de la Ruhr a été dès le départ une histoire européenne. L'expansion du chemin de fer dans tout le pays à partir de la seconde moitié du XIXe siècle accélère le développement des industries métallurgiques de la Ruhr. Le développement n'a pas été planifié. Il s'est imposé de manière pragmatique et parfois dramatique. Des investisseurs privés ont acheté des terrains les uns après les autres, creusé des mines, installé des sites sidérurgiques et consommé beaucoup de terrain pour ça. Ça a attiré beaucoup de gens dans la région et a mené à ce que la population soit multipliée par 10 en l'espace d'un siècle, avec également la transformation de petites villes, de villages, en grandes villes. Cela a évidemment entraîné d'immenses problèmes d'infrastructure. L'eau potable, les égouts, les voies de communication, les écoles, tout ce dont on avait besoin pour vivre à cet endroit devait tout d'abord y être implanté. Au centre de la Ruhr, la région minière la plus importante d'Europe à l'époque, la ville d'Essen change de visage. Essen n'est devenu un centre de l'industrialisation qu'après la deuxième moitié du XIXe siècle. Ici, les mines de charbon atteignent des profondeurs bien plus importantes que là-bas. En atteignant ces profondeurs, les mines peuvent extraire un type de charbon appelé le charbon gras, particulièrement calorifique et donc très adapté à l'industrie sidérurgique. Seul le charbon gras permet d'obtenir de la houille.
Et la houille est nécessaire à la production de l'acier. L'industrie sidérurgique, au sens propre du terme, a donc commencé ici, dans la zone dite du Hellweg. Et Krupp était l'usine sidérurgique la plus importante ici, à Essen. À Essen, la famille Krupp va régner en maître sur l'industrie sidérurgique pendant plus de 2 siècles. Symbole de son poids économique, la résidence familiale, achevée en 1873, est située à quelques kilomètres des usines de l'entreprise du même nom. Là, la villa, ce qu'on appelle la villa Hügel, Alfred Krupp l'a fait construire pour incarner un siège représentatif de la famille, loin des usines sidérurgiques, de leur saleté, de leur bruit, dans une nature verdoyante. Cette villa, par son allure majestueuse, témoigne aussi de la manière dont Krupp se concevait lui-même en tant que seigneur de l'industrie, employeur de dizaines de milliers de personnes. On peut dire qu'il y a vraiment une explosion de l'extraction et en quelques décennies, entre 1871 et la Première Guerre mondiale, là il y a un essor absolument extraordinaire et on met en exploitation une grande partie finalement de ce qui correspond à la région urbaine actuelle. La Ruhr a connu un afflux de capitaux importants, de Grande-Bretagne, de Belgique, de France aussi. On pouvait investir facilement ici. De grandes sociétés par action à capitaux internationaux se sont donc créées ici. C'est elles qui ont été le moteur de ce que l'on appelle la grande industrialisation, c'est-à-dire de l'expansion de l'industrie dans la Ruhr dans les années après 1870. D'ailleurs, une bonne partie de l'argent investi après 1870 provenait de l'État français, c'est-à-dire des réparations de guerre que la France devait payer à l'Allemagne après sa défaite de 1871. C'est la zone que l'on appelle la zone de Lemscher, qui n'a été dédiée à l'industrie qu'après 1870. La zone de Lemscher est synonyme de filons encore plus profonds que dans la zone du Hellweg, d'installations minières encore plus performantes pour atteindre le charbon. Au début du XXe siècle, l'industrie se déplace sur les bords de la Lippe, un affluent du Rhin. Ce que l'on voit du côté gauche, au-delà du canal Rhin-Erne, c'est la partie la plus au nord de la région de la Ruhr. Là-bas, il n'y a plus de grandes usines sidérurgiques, mais des installations minières très performantes, construites pour certaines seulement au début du XXe siècle, et qui extraient le charbon à partir de profondeurs extrêmement importantes. Le charbon dit flambant. Il est bien mieux adapté que le charbon gras des zones du Hellweg et de Lemscher pour une transformation en produits chimiques. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, la Ruhr est au centre du complexe militaro-industriel allemand. Elle subit les attaques massives et les bombardements stratégiques des forces alliées qui détruisent environ 30% des infrastructures de la région. Ce canal éclaté, déjà comblé par les ruines de ses rives et de ses écluses,
Dans un paysage de cataclysme, c'est ce qui reste de la Ruhr. Hier, l'usine, le coffre-fort et l'arsenal du Reich. Duisbourg, le plus grand port fluvial d'Europe, n'est plus qu'un cadavre que lèche le Rhin. Essen est effacé. Maisons et usines ne sont plus que des souvenirs. Les villes sont en poudre, les ateliers sont des squelettes. Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, le bassin de la Ruhr est détruit à 80%. Il faut des ouvriers pour reconstruire. Après la Seconde Guerre mondiale, on retrouve alors, il y a des gens qui vont venir d'Allemagne de l'Est, les gens qui sont chassés par les soviétiques, donc qui vont venir aussi dans la Ruhr, notamment, s'employer. Et puis enfin, à partir des années 60, des gens originaires cette fois-ci du bassin méditerranéen, déjà de Yougoslavie à l'époque, mais aussi de Turquie bien sûr, qui était la première communauté de travailleurs immigrés qui sont venus en Allemagne de l'Ouest à partir des années 60. Amorcé dans les années 60, le déclin de l'industrie sidérurgique a profondément bouleversé la vie économique de la région. En 2018, les 2 dernières mines de la Ruhr fermeront, tournant ainsi la page du charbon et de l'acier, laissant dans le paysage les traces de sa gloire passée. Effectivement, quand une usine ferme, quand une mine ferme, à ce moment-là, on se retrouve avec une friche et la question se pose de savoir ce qu'on va faire de cet espace. Et dans la Ruhr, il y a de nombreux sites miniers ou industriels qui ont été un peu transformés classés au même titre que, j'allais dire, des églises gothiques ou des palais baroques, qui sont devenus on dit Denkmalschutz en allemand, donc c'est un peu des monuments historiques finalement. Et ils ont même plusieurs sites industriels classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Völklingen dans la Sarre et Zollverein, la grande mine de charbon là, de la Ruhr. La même question s'est posée côté français dans le bassin industriel lorrain. Dès les années 60, la compétitivité des usines sidérurgiques de Lorraine est mise à mal et de nombreux établissements ferment peu à peu leurs portes. Comme ici dans la vallée de la Fensch. On voit très bien là une véritable rue d'industrie, ou on pourrait dire d'ailleurs d'anciennes industries, puisque la plupart des établissements que nous voyons ici sont plus en fonction. À l'image, évidemment, des hauts fourneaux de Florange, qu'on aperçoit là très très bien, qui sont d'ailleurs les derniers hauts fourneaux qui étaient en activité en Lorraine. Si on compte les mines, la sidérurgie, il y avait plusieurs dizaines de milliers d'emplois au total, dans tout le système de la vallée à proprement parler. Donc il reste évidemment actuellement très peu de choses. La fermeture aussi des mines de la sidérurgie, ça a été un vrai traumatisme, ça a été d'une très grande brutalité. En Allemagne de l'Ouest, ça a été plus progressif, donc il y a eu souvent une reconversion. L'industrie et les mines étaient peut-être plus ancrées dans les sociétés, comme si on pense à la Ruhr, où il y avait plus d'épaisseur historique de cette tradition minière et industrielle. En Lorraine, dans la Sarre, dans la Ruhr, le charbon, le fer et l'acier ont été au cours des 2 siècles passés de puissants moteurs économiques pour nos 2 pays. À la fin de l'ère de l'industrie lourde, de l'industrie minière et métallurgique, ces bassins industriels et d'emploi ont dû relever de nouveaux défis pour se restructurer et continuer à assurer leur développement. D'autres enjeux sont apparus, notamment écologiques.
et avec eux, d'autres manières de produire de l'énergie.